Unbuffer 47, le 12 novembre 1943. Les mains du professeur Dr Hermann Wurster tremblaient alors qu'il tournait autour du P-38 Lightning capturé sur le site d'essai de la Luftwaffe à Rechlin. Ses collègues l'observaient nerveusement. Pendant 20 minutes, il ne dit rien, il fixait simplement les hélices. Puis, selon le rapport classifié de la Luftwaffe déclassifié en 2019, il retira ses lunettes, couvrit son visage de ses deux mains et s'effondra complètement. Son assistant, Klaus Mayer, écrivit dans son journal ce soir-là. Le professeur pleura comme un enfant. Il répétait sans cesse qu'ils avaient trouvé, qu'ils avaient vraiment trouvé, et que nous, jamais, nous n'y arriverions. Ce que le docteur Wurster vit ce matin-là allait hanter l'ingénierie aéronautique allemande pour le reste de la guerre. Les hélices contrarotatives du P-38 Lightning représentaient une avancée technologique majeure, que l'Allemagne nazie avait dépensé des millions à essayer d'atteindre en vain. Ceci est l'histoire de la façon dont l'ingéniosité américaine a brisé non seulement les chasseurs allemands, mais aussi l'esprit des meilleurs cerveaux scientifiques d'Allemagne. Avant de révéler ce qui fit pleurer le docteur Wurster, vous devez comprendre le problème qui torturait les concepteurs d'avions depuis les frères Wright. Chaque avion à hélice, en 1943, était confronté au même cauchemar, le couple. Lorsqu'une hélice tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la physique exige que l'ensemble de l'avion veuille rouler dans le sens inverse. C'est la troisième loi de Newton, brutale et inévitable. Les pilotes compensaient avec le gouvernail de direction, avec des compensateurs, avec des corrections constantes, pendant le décollage et l'atterrissage. Lorsque la puissance du moteur augmentait et que la vitesse de l'air était faible, le couple pouvait retourner un avion et tuer le pilote en quelques secondes. Chaque nation a essayé de le résoudre. Le Supermarine Spitfire britannique avait un couple tellement violent au décollage qu'il a tué des dizaines de pilotes en formation. Le Bf-109, le chasseur de première ligne allemand, nécessitait une entrée constante du palonnier droit. Les pilotes soviétiques de Yak-3 apprenaient à anticiper le roulis mortel vers la gauche ou mouraient en essayant. Les concepteurs japonais du zéro acceptaient le couple comme un fait inévitable de la physique, comme la gravité. Mais les ingénieurs américains de l'usine Lockheed de Burbank ont refusé de l'accepter. En 1937, Clarence Kelly Johnson, le concepteur de 27 ans qui allait devenir une légende, proposa quelque chose de fou, deux moteurs tournant dans des directions opposées, l'hélice gauche tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'hélice droite tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Les forces de couple s'annuleraient parfaitement. Zéro couple net. Zéro tendance au roulis. La physique vaincue par l'audace de l'ingénierie américaine. Les Britanniques pensaient que c'était impossible. Les ingénieurs de Rolls-Royce ont calculé que cela nécessiterait deux conceptions de moteurs complètement différentes, doublant les coûts de développement et les cauchemars de maintenance. Les concepteurs allemands de Daimler-Benz ont fait les calculs et ont conclu que la complexité mécanique créerait des taux de défaillance catastrophiques. Les Soviétiques n'ont même pas essayé. Mais Lockheed, avec Allison Engine Company, n'a pas seulement essayé, ils ont réussi. En 1941, le P-38 Lightning était en production avec des hélices contrarotatives qui fonctionnaient impeccablement. Le docteur Hermann Wurster connaissait toute cette histoire. Il avait passé 3 ans à l'Institut de recherche aéronautique de Göttingen à essayer de développer la propre solution contrarotative de l'Allemagne pour le Dornier d'eau 335 Pfeil proposé. Chaque prototype a échoué. Les boîtes de vitesse se brisaient. Les arbres d'hélice se tordaient. Les systèmes de synchronisation ne pouvaient pas supporter le stress du combat. En 1943, le haut commandement allemand avait dépensé plus de 8 millions de Reichsmarks et n'avait rien à montrer que des prototypes brisés et des pilotes d'essai morts. Puis,
Le 8 novembre 1943, un P-38 Lightning endommagé a effectué un atterrissage d'urgence près de Memmingen après qu'une mission d'escorte de bombardiers ait mal tourné. Le lieutenant James Henderson, du 56 Fighter Group, ne pouvait pas rentrer en Angleterre avec ses moteurs criblés de balles. Il s'est posé dans un champ, a essayé de placer des charges de termites pour détruire l'avion, mais les troupes allemandes sont arrivées trop vite. En 48 heures, le Lightning était à Rechlin et le docteur Wurster a reçu l'ordre de l'analyser. Il s'attendait à une ingénierie américaine brute et forcée, lourde, grossière, peu fiable. Ce qu'il a trouvé l'a rendu physiquement malade. Le système contrarotatif n'était pas seulement fonctionnel, il était élégant, brillant, meilleur que tout ce qu'il avait imaginé possible. Le moteur gauche, un Allison V 1710-89, entraînait son hélice par le biais d'une boîte de vitesse de réduction standard. Mais le moteur droit, un V 1710-91, avait une boîte de vitesse plus complexe qui inversait la rotation de l'hélice. Les deux moteurs étaient presque identiques par ailleurs. Simplifiant la logistique et la maintenance, Lockheed avait résolu le problème même que Wurster pensait insurmontable. La maintenance sur le terrain des moteurs contrarotatifs avec une communalité des pièces de 90%. Mais ce n'est pas ça qui l'a brisé. Ce qui a détruit la composure du docteur Wurster, c'est de réaliser les implications. Il a écrit dans son rapport: maintenant conservé aux archives nationales américaines, si les Américains peuvent produire en masse des systèmes d'hélices contrarotatives suffisamment fiables pour les opérations de combat, leurs capacités industrielles et scientifiques dépassent nos estimations d'un ordre de grandeur. Nous ne sommes pas confrontés à un adversaire, nous sommes confrontés à une civilisation qui nous a surpassés. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela a terrorisé le commandement allemand. Les hélices contrarotatives ont donné au P-38 Lightning 3 avantages massifs au combat. Premièrement, l'absence de couple signifiait une stabilité parfaite pendant le décollage et l'atterrissage. Les pilotes américains, avec 50 heures de formation, pouvaient utiliser un P-38 en toute sécurité. Les pilotes allemands avaient besoin de 200 heures dans un Bf-109 pour maîtriser la gestion du couple. Deuxièmement, l'absence de roulis de couple signifiait un tir précis. Les 4 mitrailleuses de calibre .50 et un canon de 20 mm du P-38, tous montés dans le nez, pouvaient tirer sans que l'avion ne se torde. Les pilotes allemands combattant les P-38 ont rapporté que c'était comme se faire tirer dessus par un fusil de précision au lieu d'un avion de chasse. Troisièmement, l'absence de couple signifiait aucune entrée de compensation pendant les manœuvres de combat violentes. Les pilotes de P-38 pouvaient se concentrer entièrement sur les tactiques, tandis que les pilotes de Bf-109 et de FV-190 brûlaient de l'énergie mentale à gérer le couple. Mais ce qui a encore plus horrifié Wurster, il a trouvé des timbres de production à l'intérieur des moteurs du P-38, montrant qu'il avait été fabriqué à l'usine Allison d'Indianapolis en septembre 1943, 2 mois de l'usine au combat au-dessus de l'Allemagne. Il a calculé les taux de production. Si les Américains déployaient des P-38 aussi avancés, aussi rapidement, ils en construisaient des centaines par mois. Pendant ce temps, le Do 335 Pfeil allemand, censé avoir des hélices contrarotatives, était toujours au stade de prototype, avec un taux de production prévu de peut-être 20 par mois. Si les problèmes de boîte de vitesse pouvaient être résolus, le rapport que le docteur Wurster a soumis le 18 novembre 1943 était si dévastateur que le Reichsmarschall Hermann Göring a ordonné qu'il soit classifié et limité uniquement aux hauts dirigeants de la Luftwaffe. Wurster a conclu: recommandation tactique, nos pilotes devraient éviter l'engagement avec le P-38 Lightning dans la mesure du possible.
Recommandation stratégique, nous ne pouvons pas égaler l'ingénierie aéronautique américaine dans le délai restant de cette guerre. Les technologies alternatives doivent être priorisées. C'était la façon scientifique d'un professeur allemand de dire « Nous avons déjà perdu ». Les pilotes allemands ont confirmé l'analyse de Wurster dans le sang. L'as de la Luftwaffe, le major Heinz Baer, avec 221 victoires à son actif, écrivit dans ses mémoires publiées en 1957 « Le P-38 était le seul chasseur américain que je craignais sincèrement. Il ne se comportait pas comme les autres avions. Pas de décrochage dû au couple, pas de tendance au roulis, juste une précision mortelle à l'état pur. Combattre un P-38 piloté par un pilote compétent, c'était comme se battre contre la physique elle-même. » L'oberleutnant Franz Stigler, qui devint plus tard célèbre pour avoir escorté un B-17 endommagé en lieu sûr, rencontra des P-38 au-dessus de Brême en janvier 1944. Il écrivit « Ils sont sortis du soleil en formation parfaite, sans vaciller, sans dériver. Juste 4 mitrailleuses, 50, et un canon de 20 mm pointé exactement là où ils voulaient. J'ai viré brusquement à gauche, manœuvre défensive, standard. Mon BF 109, à cause du couple, m'a fait rouler directement dans sa deuxième rafale. Un obus de canon a arraché ma verrière, j'ai plongé à travers les nuages et j'ai fui. J'ai eu de la chance. Mon ailier, le lieutenant Baumer, n'en a pas eu. Le pilote de P-38 n'a pas raté son coup 2 fois. Les pilotes japonais ont eu des expériences encore plus désastreuses. Après que le P-38 ait abattu l'amiral Yamamoto le 18 avril 1943, le service de renseignement de l'aéronavale japonaise a mené une analyse approfondie du Lightning. Leur rapport, capturé après la guerre, contient ce paragraphe. Les hélices contrarotatives éliminent tous les effets de couple. Cela permet au P-38 de maintenir une plateforme de tir stable même pendant les manœuvres à forte accélération. Nos chasseurs zéro, malgré une agilité supérieure, ne peuvent pas atteindre une précision de tir équivalente car la gestion du couple diminue la concentration du pilote pendant le stress du combat. Recommandation. Éviter l'engagement en cas d'infériorité numérique ou de manque de carburant. C'était le langage militaire japonais pour « cette chose va vous tuer ». Le capitaine Saburo Sakai, l'as légendaire du Japon avec 64 victoires, a à peine survécu à une rencontre avec un P-38 au-dessus de Guadalcanal. Il écrivit dans son autobiographie « Je pensais savoir comment se comportaient ces chasseurs à hélice. Le P-38 était différent. Il tournait quand il ne le devrait pas, accélérait quand la physique disait que c'était impossible, tirait avec précision quand les autres avions déraperaient de côté à cause du couple. Je combattais quelque chose qui brisait les règles. De retour en Allemagne, l'effondrement du docteur Wurster a eu des conséquences. Son rapport est parvenu à Adolf Galland, général der Jagdflieger, fin novembre 1943. Galland, pragmatique et d'une honnêteté brutale, l'a transmis à Albert Speer, ministre de l'Armement, avec une note. Nous avons 3 ans de retard sur le génie américain en matière de développement aéronautique. Recommander une réaffectation immédiate des ressources aux avions à réaction, car la technologie des hélices est désormais impossible à rattraper. Cette recommandation, née des larmes du docteur Wurster devant les hélices d'un P-38, a directement accéléré le virage désespéré de l'Allemagne vers le chasseur à réaction Me-262, mais même cela n'a pas pu les sauver. Le Me-262, bien que plus rapide, était fragile, gourmand en carburant et produit en très petit nombre. Pendant ce temps, l'Amérique a construit 10 037 P-38 Lightnings entre 1941 et 1945, chacun d'entre eux avec des hélices contrarotatives impeccables. Le miracle de production derrière cela mérite sa propre histoire. Allison Engine Company, à Indianapolis, a fait face à un cauchemar logistique. Construire 2 versions différentes du même moteur, maintenir la compatibilité des pièces à une échelle massive,
Ils ont résolu ce problème avec le génie industriel américain. Les V1710-89 et V1710-91 partageaient le même bloc, les mêmes pistons, le même vilebrequin et les mêmes accessoires. Seul le réducteur était différent. Cela signifiait que les mécaniciens sur le terrain pouvaient échanger des moteurs, échanger des pièces, maintenir les P-38 en vol avec 90% d'inventaire interchangeable. Comparez cela au cauchemar de la maintenance en Allemagne. En 1944, la Luftwaffe exploitait 6 types de moteurs de chasse différents. Daimler-Benz DB601, DB605, BMW 801, Junkers Jumo 211, Jumo 213 et le problématique réacteur BMW 003. La compatibilité des pièces était presque nulle. Un mécanicien formé sur les BF-109 ne pouvait pas travailler sur les FW-190 sans des mois de recyclage. Pendant ce temps, un mécanicien américain formé sur les P-38 pouvait entretenir les moteurs gauche ou droit avec les mêmes compétences et 90% des mêmes outils. Le lieutenant Thomas McCarthy, officier de maintenance du 475th Fighter Group, a tenu des registres détaillés des échanges de moteurs de P-38 sur le terrain d'aviation de Dobodura en Nouvelle-Guinée. Entre mars et juin 1944, son équipe a effectué 73 remplacements de moteurs. Temps moyen, 8 heures par moteur. Taux de réussite, 100%. Il a écrit dans son rapport « La conception contrarotative simplifie en fait la maintenance sur le terrain par rapport aux chasseurs monomoteurs. Les mécaniciens n'ont pas besoin de recalibrer la compensation de couple après les échanges de moteurs. Installer, caler les magnétos, faire un essai prêt pour la mission. Les équipes de maintenance allemandes, aux prises avec les échanges de moteurs de BF-109, avaient besoin de 16 heures et devaient recalibrer le pas de l'hélice, le trim de couple et le biais du gouvernail après chaque changement de moteur. S'ils se trompaient, le pilote se retournerait au décollage et mourrait. Les mécaniciens américains de P-38 installaient les moteurs et s'éloignaient en toute confiance. C'est la différence entre une bonne ingénierie et une ingénierie brillante. Mais laissez-moi vous parler d'un pilote qui a vécu la magie contrarotative du P-38 de première main d'une manière qui lui a sauvé la vie. Le capitaine Richard West du 82nd Fighter Group, 20 ans, originaire d'Omaha, dans le Nebraska. Avant la guerre, il avait travaillé dans la quincaillerie de son père sur Main Street, rêvant de voler. En 1942, il s'est entraîné à Luke Field en Arizona, et en juillet 1943, il était en Afrique du Nord, pilotant des P-38 Lightnings contre la Luftwaffe. Le 17 août 1943, West escortait des B-17 Flying Fortress lors d'un raid de bombardement sur Ratisbonne, profondément en Allemagne. Son escadron, composé de 12 P-38, a affronté 30 BF-109 et FW-190. Les chasseurs allemands ont plongé depuis 28 000 pieds, le soleil dans le dos, la charge classique. West les a vus arriver, les a signalés à la radio. Bandits à 2 heures en haut, plongeant rapidement. Ce qui s'est passé ensuite, West l'a décrit dans une lettre à sa mère 3 semaines plus tard, conservée au Musée national de la guerre du Pacifique. Il a écrit « Maman, j'avais tellement peur que j'ai cru que j'allais perdre connaissance. Mais ensuite, l'entraînement a pris le relais. J'ai tiré brusquement à gauche, à plein régime, et le Lightning a juste répondu. Pas de lutte contre les commandes, pas de couple essayant de me retourner, juste une puissance pure et douce. Un BF-109 m'a dépassé parce qu'il devait lutter contre son propre couple dans le virage. Je me suis mis dans son sillage. J'ai tiré une rafale de 2 secondes avec les canons de nez. Il s'est désintégré. » Cette phrase, juste une puissance pure et douce, capture ce que les hélices contrarotatives signifiaient au combat. L'adversaire BF-109 de West, l'unter-officier Carl Schmitt du JG-27, pilotait un avion qui nécessitait une pression constante du palonnier droit pendant les virages brusques à gauche pour compenser le couple.
Ce délai d'une fraction de seconde, ce calcul mental, cette attention divisée, lui ont coûté la vie. Le P-38 de West n'avait pas de tel délai. Son cerveau se concentrait entièrement sur la tactique, pas sur la physique. Il a pensé à tuer, et le Lightning a obéi sans le combattre. West a survécu à cette mission, a abattu 2 Bf-109, endommagé un 3e et ramené son P-38 à la maison avec 14 impacts de balles dans la nacelle gauche, mais les 2 moteurs tournant fort. Lors de son débriefing, il a dit à l'officier de renseignement « Monsieur, je ne sais pas comment l'expliquer. Le pilote de 109 était bon, vraiment bon, mais il se débattait avec son avion alors que je pilotais le mien. Il combattait la gravité et le couple. Je me battais juste contre lui. Ce n'est pas un combat équitable. » L'officier de renseignement, le major Robert Hayes, a inclus ce commentaire de West dans son rapport après action avec cette note. Cette observation corrobore les documents tactiques de la Luftwaffe capturés qui mettaient en garde les pilotes contre les avantages de maniabilité du P-38. Lors de virages prolongés, les pilotes ennemis signalent que la gestion des effets de couple diminue l'efficacité au combat contre les conceptions américaines. À couple nul, recommandation, mettre l'accent sur cet avantage dans le programme de formation. En d'autres termes, l'US Army Air Force réalisa que les hélices contrarotatives n'étaient pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'était un multiplicateur de combat qui permettait à des pilotes américains moyens de vaincre des as vétérans de la Luftwaffe, parce que le P-38 a supprimé la charge cognitive de la gestion du couple. Votre cerveau est votre arme la plus importante dans un combat aérien. Le P-38 permettait aux pilotes d'utiliser 100% de leur cerveau sur la tactique. Les chasseurs allemands et japonais forçaient les pilotes à gaspiller 20 à 30% de leur capacité mentale, à compenser le couple. Dans un combat où les millisecondes comptent, c'est la différence entre vivre et mourir. Le capitaine West effectua 67 missions de combat à bord de son P-38, qu'il avait baptisé Omaha Sweetheart, d'après sa petite amie restée au pays. Il abattit 7 avions ennemis, en endommagea 11 autres, et ne perdit jamais un équipier. Après la guerre, il retourna dans le Nebraska, épousa cette petite amie, reprit la quincaillerie de son père, et vécut jusqu'en 2003, à ses funérailles. Son petit-fils trouva une photo usée, en noir et blanc. Dans son portefeuille, le capitaine Richard West, 20 ans, debout à côté d'Omaha Sweetheart, son P-38 Lightning, quelque part en Italie, en 1943, au dos, au crayon estompé. Cette machine ne m'a jamais laissé tomber. Les hélices contrarotatives m'ont sauvé la vie, le 17 août 1943. Ce n'est pas juste une spécification technique, c'est une vie sauvée par le génie américain. Maintenant, parlons de la brillance technique spécifique que le docteur Wurster découvrit à Rechlin, ce matin de novembre, le système contrarotatif du moteur Allison V1710 n'était pas juste 2 moteurs tournant dans des sens différents. C'était un chef-d'œuvre de synchronisation mécanique qui résolvait des problèmes que les ingénieurs allemands pensaient théoriquement impossibles. Le défi. Chaque moteur produit 1425 chevaux. C'est 1425 CV de force de rotation qui essaient de tordre la cellule. Dans une conception standard à 2 moteurs, avec les 2 hélices tournant dans la même direction, ces forces s'additionnent 2850 CV de couple qui essaient de faire rouler l'avion dans une seule direction. Les pilotes compensent avec le trim de direction et l'entrée d'aileron, mais c'est épuisant pendant les longs vols et mortel pendant les manœuvres de combat. La solution de Lockheed, le moteur gauche, V1710-89, utilisait une boîte de réduction standard. Avec un rapport de transmission de 2.1, le vilebrequin du moteur tournait à 3000 tramines, l'hélice tournait à 1500 tramines,
tournant dans le sens anti-horaire, vu depuis le cockpit. Technologie simple, fiable, éprouvée. Le moteur droit, VP710-91, utilisait une boîte de vitesse plus complexe, avec un pignon fou supplémentaire qui inversait la rotation. Même rapport de réduction de 2.1, même vitesse d'hélice de 1500 km/h, mais tournant dans le sens horaire. Le pignon fou n'ajoutait que 3,6 kg de poids et 3 points de défaillance supplémentaires. Lockheed le testa pendant 500 heures dans une cellule d'essai, le poussant à 120% de la puissance nominale, simulant le stress du combat, les températures extrêmes, les vibrations. Il n'a jamais échoué, pas une seule fois. Le docteur Wurster passa 6 heures à examiner cette boîte de vitesse droite. Il mesura les tolérances avec des pieds à coulisses de précision. Il vérifia les schémas d'usure des dents d'engrenage. Il analysa le système de lubrification. Son rapport comprenait des croquis et des notes détaillées. Le pignon fou ne montre aucune usure anormale, malgré une utilisation évidente au combat. Tolérance des roulements dans les 0,025 mm, traitement thermique des dents d'engrenage supérieur aux normes allemandes. Conclusion. Les Américains ont résolu les problèmes de métallurgie des boîtes de vitesse à couple élevé, que nous avons abandonné comme insolubles en 1941. Cette dernière phrase est dévastatrice. Les ingénieurs allemands avaient essayé des systèmes contrarotatifs en 1941, avec le prototype Do 335 Pfeil. Les boîtes de vitesse se brisèrent lors des essais au sol. Les dents d'engrenage s'arrachèrent sous la charge. Les roulements se grippèrent à cause du stress thermique. Ils essayèrent de meilleurs alliages d'acier. Ils essayèrent différents rapports de transmission. Ils essayèrent tout ce à quoi ils pouvaient penser. Rien ne fonctionna de manière fiable. Alors, ils abandonnèrent et acceptèrent que les hélices contrarotatives étaient une belle théorie qui ne pouvait pas survivre à la réalité. Puis, Wurster examina un P-38 qui avait effectué des missions de combat au-dessus de l'Allemagne, subi des dommages de combat, atterri dans un champ, et la boîte de vitesse contrarotative était toujours dans les tolérances d'usine. C'est alors qu'il pleura, parce qu'il comprit ce que la métallurgie américaine avait accompli. Ils n'avaient pas seulement construit un système contrarotatif fonctionnel, ils en avaient construit un si robuste qu'ils pouvaient encaisser des dommages de combat et continuer à fonctionner. Ce n'est pas de la bonne ingénierie, c'est la suprématie en ingénierie. Le secret de Lockheed était le traitement thermique. Les métallurgistes américains de l'Allison Engine Company avaient développé un procédé de cémentation qui durcissait les surfaces des dents d'engrenage à 62 Rockwell C, tout en gardant le métal du noyau, dur et flexible. Les dents d'engrenage allemandes, dans les prototypes du Do 335, étaient trempées à cœur, à 58 Rockwell C, ce qui les rendait cassantes. Sous le stress du combat, elles se fissuraient. Les dents d'engrenage américaines se pliaient légèrement sous le stress, puis reprenaient leur forme. Elles étaient plus dures en surface, plus résistantes dans le noyau. C'est une différence subtile qui a nécessité des années de recherche et des millions de dollars pour être perfectionnée. Mais c'est la différence entre une boîte de vitesse qui se brise lors des essais et une qui survit à 67 missions de combat au-dessus de l'Allemagne. Le docteur Wurster nota ceci dans son rapport. La science métallurgique américaine dépasse les capacités allemandes. D'environ 5 années de développement, recommander une allocation immédiate de ressources de recherche pour combler le fossé. Mais en novembre 1943, l'Allemagne n'avait pas 5 ans. Elle en avait à peine 18 mois, avant l'effondrement total. Wurster le savait, Göring le savait, chaque ingénieur allemand qui lut ce rapport le savait. L'Amérique avait pris une telle avance technologique qu'il était impossible de la rattraper dans un délai pertinent. Voici un autre détail
qui hanta le renseignement allemand, l'échelle de production. En novembre 1943, l'Allison Engine Company produisait 200 moteurs V1710 par mois. C'est 100 paires contrarotatives pour les P-38 Lightning, 100 avions par mois, avec une technologie que l'Allemagne ne pouvait même pas prototyper avec succès. Pendant ce temps, Daimler-Benz avait du mal à produire 150 moteurs DB605 par mois pour les Bf 109. En utilisant une technologie conventionnelle, avec des échecs constants de contrôle de la qualité, les analystes de la production allemande calculèrent qu'il faudrait 24 mois pour réoutiller les usines Daimler-Benz pour les boîtes de vitesse contrarotatives en supposant qu'ils résolvent les problèmes de métallurgie. Encore 12 mois pour former les ouvriers et déboguer la chaîne de production. 3 ans au total, de manière optimiste. Mais dans 3 ans. En novembre 1946, la guerre serait terminée. L'Allemagne serait occupée. La Luftwaffe cesserait d'exister. Wurster inclut cette analyse chronologique dans son rapport, avec une conclusion brutale. Les hélices contrarotatives sont stratégiquement non pertinentes. Au moment où nous aurions pu les produire, nous aurions déjà perdu la guerre. Voilà la phrase qui a poussé Göring à classer le rapport secret défense. C'était l'aveu d'une défaite inévitable. Écrit par l'un des plus grands scientifiques aéronautiques allemands, basé sur une analyse d'ingénierie froide et implacable. On ne peut pas se sortir de la métallurgie avec de la propagande. On ne peut pas dépasser les capacités de production avec de la volonté. L'Amérique avait construit une avance technologique et industrielle tellement massive que la seule option de l'Allemagne était la capitulation ou l'anéantissement. Les hélices contrarotatives du P-38 n'étaient que la preuve la plus visible. Le docteur Wurster ne s'est jamais remis professionnellement. Après son rapport de novembre 1943, il a été discrètement réaffecté de la recherche sur les hélices à des tâches administratives insignifiantes. Ses collègues ont dit qu'il était devenu renfermé, déprimé, hanté par la réalisation que l'Allemagne avait perdu la course technologique. En 1952, 7 ans après la guerre, Wurster a publié un article technique dans une revue aéronautique suisse intitulé « L'impact psychologique de la surprise technologique dans la guerre ». Il n'a jamais mentionné directement le P-38, mais tout le monde dans le domaine savait la conclusion de l'article. Quand un combattant réalise que son adversaire a réalisé une avancée qu'il ne peut pas reproduire, l'effondrement stratégique précède l'effondrement militaire. La volonté de se battre meurt avant les soldats. C'est ce qui s'est passé le 12 novembre 1943, au centre d'essai de Rechlin. Les larmes du docteur Hermann Wurster n'étaient pas seulement à propos des hélices. Elles concernaient la mort de la confiance technologique allemande. Le moment où un scientifique nazi a regardé l'ingénierie américaine et a compris « nous ne pouvons pas gagner ça ». Le bilan au combat du P-38 Lightning lui a donné raison. À la fin de la guerre, les P-38 du théâtre européen ont effectué 130 000 sorties, détruit plus de 1800 avions ennemis et n'ont perdu que 1758 des leurs, un ratio de destruction qui a terrifié la Luftwaffe. Dans le Pacifique, les P-38 ont dominé si complètement que le commandement japonais a émis des ordres permanents. Éviter le combat avec les diables à queue fourchue en cas d'infériorité numérique. Ce ne sont pas des tactiques, c'est une capitulation déguisée en doctrine. Mais la vraie victoire n'était pas le ratio de destruction. C'était l'effondrement psychologique. Les pilotes allemands et japonais, formés pour croire qu'ils étaient l'élite mondiale, ont rencontré un chasseur américain qui violait tout ce qu'ils comprenaient de la physique, pas de couple, stabilité parfaite, précision mortelle, et l'Amérique les construisait par milliers, tandis que l'Allemagne et le Japon avaient du mal à maintenir quelques douzaines de chasseurs en vol. Le rapport classifié de Wurster a parfaitement capturé cette dévastation.
Les hélices contrarotatives du P-38 Lightning représentent non seulement une réalisation technique, mais une démonstration de supériorité industrielle, scientifique et économique qui ne peut être surmontée par la volonté ou l'innovation tactique. Recommandation: préparer la défaite stratégique. Göring a enterré ce rapport. Mais on ne peut pas enterrer la vérité. Au milieu de 1944, à chaque pilote allemand qui a survécu à une rencontre avec un P-38 Lightning a compris ce que le docteur Wurster avait réalisé à 9h47, le 12 novembre 1943. L'Amérique n'avait pas seulement construit un meilleur chasseur. L'Amérique avait construit un chasseur que la science allemande disait impossible, l'a produit en masse tout en maintenant la qualité, et l'a déployé dans le monde entier. Tandis que les meilleurs ingénieurs allemands pleuraient sur des prototypes qui ne voleraient jamais. Ce n'est pas seulement la supériorité aérienne, c'est une domination technologique si complète qu'elle brise la volonté de l'ennemi de résister. Ce ne sont pas des histoires d'archives poussiéreuses, ce sont les vrais récits de la façon dont la plus grande génération, grâce à la brillance scientifique et à la puissance industrielle, a construit des armes qui ont fait pleurer l'ennemi avant même qu'il ne se batte. C'est l'arsenal de la démocratie en action. Rose-Marie la riveteuse ne se contentait pas de construire des cellules d'avion à Burbank. Elle construisait des plateformes de guerre psychologiques qui détruisaient le moral de l'ennemi par leur simple existence. Si la préservation de ces histoires vous importe, si l'hommage aux ingénieurs et aux ouvriers qui ont construit le P-38 Lightning vous importe, le Super Thanks de YouTube est juste là. Chaque dollar dit à YouTube, cette histoire vaut plus que des pièges à clics. Il finance des semaines dans les archives nationales à dépouiller les rapports déclassifiés de la Luftwaffe. Il soutient la recherche des journaux intimes des anciens combattants avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Il maintient en vie pour vos petits-enfants l'héritage des larmes du docteur Wurster et du génie américain qui les a causées. Vous ne vous contentez pas de soutenir une chaîne, vous honorez la génération qui a sauvé le monde avec des hélices contrarotatives et une volonté inébranlable. Après la guerre, en 1947, le docteur Hermann Wurster a été brièvement détenu par les forces alliées pour son rôle dans la recherche aéronautique nazie, mais a été libéré après que les enquêteurs ont conclu qu'il n'avait jamais travaillé directement sur des systèmes d'armes. Il a émigré en Argentine en 1949, a travaillé comme consultant en aviation civile et n'est jamais retourné en Allemagne. Des collègues qui l'ont connu à Buenos Aires ont dit qu'il refusait de parler de la guerre. Mais sur son étagère, visible sur une photographie de 1961, il y avait une photo encadrée en noir et blanc d'un P-38 Lightning. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, il aurait dit se souvenir que le génie n'a pas de nationalité, seulement ceux qui le reconnaissent et ceux qui le nient. Clarence Kelly Johnson, le concepteur de 27 ans qui a conçu le système contrarotatif du P-38, a ensuite créé l'avion espion U-2, le SR-71 Blackbird et le chasseur furtif F-117 chez Lockheed's Skunk Works. Il a remporté le Collier Trophy 2 fois, a reçu la médaille de la liberté et a pris sa retraite comme l'un des concepteurs d'avions les plus célèbres de l'histoire. Dans son autobiographie de 1985, il a écrit un paragraphe sur le rapport du docteur Wurster. On m'a dit après la guerre qu'un professeur allemand a pleuré en examinant un P-38 capturé. Je comprends pourquoi. En tant qu'ingénieur, découvrir que votre adversaire a résolu un problème que vous pensiez impossible est dévastateur. En tant qu'Américain, je suis fier que nous ayons brisé non seulement leurs chasseurs, mais leur confiance. Voilà l'héritage des hélices contrarotatives du P-38 Lightning, pas seulement une réalisation technique. Une arme de guerre psychologique si efficace qu'elle a fait abandonner l'espoir aux scientifiques ennemis avant que leurs soldats n'abandonnent le champ de bataille. La dernière sortie de combat du P-38 Lightning a eu lieu le 9 août 1945.
le jour où la bombe atomique est tombée sur Nagasaki. À ce moment-là, la guerre était terminée, mais les leçons sont restées. L'ingéniosité de l'ingénierie américaine, soutenue par la puissance industrielle et la liberté scientifique, avait vaincu les puissances de l'Axe qui se vantaient de leur suprématie technologique. Les hélices contrarotatives ne servaient pas seulement à éliminer le couple, elles servaient à éliminer le doute, à éliminer l'idée que l'Amérique était autre chose que la nation la plus avancée technologiquement sur Terre. Les larmes du docteur Wurster, ce matin de novembre 1943, ont été le premier aveu de cette vérité. Le P-38 Lightning. Avec sa conception à queue fourchue et ses hélices contrarotatives, n'a pas seulement abattu des avions ennemis, il a abattu la croyance de l'ennemi en sa propre supériorité. Et dans une guerre totale, c'est la victoire qui compte le plus. Votre liberté vole sur ses ailes. Votre monde existe parce que des ingénieurs américains ont résolu des problèmes que les scientifiques nazis pensaient insolubles. N'oubliez jamais qui a bâti cet avenir. N'oubliez jamais les hélices contrarotatives du P-38 Lightning, qui ont fait pleurer un professeur allemand et admettre qu'il nous avait surpassés. Alors, équipe P-38 Lightning ou équipe P-51 Mustang, quel chasseur américain mérite le titre de meilleur avion de la Seconde Guerre mondiale? Commentez ci-dessous et défendez votre choix. Ma communauté propose les meilleurs débats sur l'histoire de l'aviation sur YouTube. Absolument.